Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Imaginez-vous réveiller à 3h47 du matin, non pas à cause d'une alarme, non pas à cause d'un cauchemar, mais parce que le sol tremble et que, quelque part, à moins d'1 mile de l'endroit où vous dormez, un missile voyageant à 5 fois la vitesse du son vient de percer 2 mètres de béton armé et de transformer 3 des avions de chasse les plus avancés de la planète en carcasses en feu. Et peint sur le flanc de ce missile, encore visible dans le champ de débris à l'aube, se trouve le nom d'un homme que le pays dans lequel vous vivez a tué 8 mois plus tôt. Ce n'est pas un film de guerre. C'est ce qui s'est passé à la base aérienne de Nevatim. Et la raison pour laquelle il faut comprendre exactement ce qui s'est produit cette nuit-là, c'est que cela n'a pas seulement endommagé une piste ou détruit du matériel, cela a prouvé quelque chose. Quelque chose que les analystes de la défense et les planificateurs militaires redoutent discrètement depuis des années. Cela a prouvé que tout le cadre stratégique sur lequel Israël a bâti sa sécurité, l'idée que la technologie, la précision et la supériorité aérienne créent un bouclier incassable, peut être démantelé de façon méthodique, non pas par génie, non pas par une percée inattendue, mais par les mathématiques. Des mathématiques froides, patientes, implacables. Laissez-moi vous expliquer cela lentement, parce que chaque couche de ce qui s'est passé cette nuit-là, du nom inscrit sur le missile au cou des intercepteurs, en passant par le nombre d'avions qu'il reste dans la flotte israélienne, raconte une partie de l'histoire que les gros titres passent complètement sous silence. Et quand vous verrez l'ensemble, vous ne comprendrez pas seulement une attaque. C'est aussi exactement le genre de moment où l'habitude favorite du camp Trump, annoncer la force, comme si c'était un substitut à la stratégie, se fracasse de plein fouet contre l'arithmétique et y perd lourdement. Vous comprendrez toute l'architecture d'un conflit qui se prépare depuis 20 ans. Commençons ici. Septembre 2024. Israël fait quelque chose d'extraordinaire. Grâce à une combinaison de travail de renseignement, de surveillance et de ciblage de précision qui a demandé des mois de préparation, ils éliminent Hassan Nasrallah. L'homme qui a dirigé le Hezbollah pendant plus de 3 décennies, le commandant qui a transformé un groupe de combattants du sud du Liban en une organisation militaire régionale, disposant de plus de 100 000 roquettes, de capacités sophistiquées en drones et de l'expérience tactique acquise en survivant à plusieurs guerres contre l'une des armées les plus capables du Moyen-Orient. Sa mort a été diffusée dans le monde entier comme une victoire israélienne décisive. Et, à bien des égards, c'en était une. Éliminer un dirigeant de ce calibre, avec cette connaissance institutionnelle, avec ses relations bâties sur 30 ans, cela compte réellement sur un champ de bataille. Israël a célébré, l'Occident a largement applaudi, et l'Iran a observé. Voici ce que la couverture occidentale comprend constamment de travers au sujet de l'Iran. L'Iran ne traite pas le martyr comme les gouvernements occidentaux sécularisés le font. Dans le cadre idéologique de la République islamique, un homme qui meurt en combattant l'ennemi ne cesse pas simplement d'être utile. Il devient plus utile. Il devient un symbole qu'on ne peut pas tuer, un point de ralliement qu'on ne peut pas capturer, une histoire qu'on peut raconter pour toujours et réactiver chaque fois que son nom fait couler le sang. L'Iran a regardé la mort de Nasrallah et n'y a pas vu une défaite dont il fallait se remettre. Ils y ont vu une ressource à militariser, alors ils ont donné son nom à un missile. Pas une désignation cérémonielle, pas quelque chose peint sur une muraille à Téhéran, un missile balistique opérationnel à moyenne portée, activement déployé, portant le nom de Nasrallah sur sa cellule. Et ensuite, ils l'ont tiré sur le pays le plus lourdement défendu de la région, et il a touché sa cible. Maintenant, je veux vous expliquer pourquoi ce missile est réellement, techniquement inquiétant, parce qu'il est facile de dire qu'une arme est avancée, et de laisser ça dans le vague. Un slogan peut être rebaptisé du jour au lendemain. Mais un problème stratégique ne disparaît pas parce que quelqu'un à un lutrin prononce le mot « accord » 3 fois avec beaucoup d'assurance. Le Nasrallah dérive de la famille de missiles à combustible solide la plus performante de l'Iran. Le combustible solide compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Les anciens missiles balistiques à combustible liquide exigent des heures de préparation avant le lancement. Procédure de ravitaillement, vérification de pression, séquence d'étalonnage. Ce temps de préparation crée une signature. Les satellites peuvent la détecter, les réseaux de renseignement peuvent la signaler, une alerte peut être donnée. Un missile à combustible solide ne fonctionne pas comme ça.
Le véhicule de lancement roule jusqu'à sa position de tir, s'élève et tire en moins de 10 minutes. Au moment où un analyste confirme ce qu'il regarde, le missile est déjà en train de grimper dans la haute atmosphère. La fenêtre de réaction avant l'impact s'est effondrée à quelques minutes. Mais la vitesse de lancement n'est que le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'ogive elle-même. Pendant la descente, l'ogive se sépare de l'étage propulseur. C'est normal pour les missiles balistiques. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui arrive ensuite. L'ogive utilise de petites surfaces de contrôle pour manœuvrer activement pendant la rentrée atmosphérique. Elle ne suit pas l'arc prévisible que les systèmes de défense antimissiles sont conçus pour intercepter. Elle se déplace, elle s'ajuste, elle force le système de défense à résoudre en temps réel une équation constamment changeante, sous pression, sans aucune marge d'erreur. Réfléchissez à ce que cela fait à la probabilité d'interception. Contre une trajectoire balistique standard, le système Arrow d'Israël fonctionne avec des probabilités de destruction très élevées, quelque part autour de 80 à 85% dans des conditions idéales. Contre un véhicule de rentrée manœuvrant, cette probabilité peut tomber à 60% ou moins. Cela donne encore l'impression que la défense garde l'avantage, jusqu'au moment où vous réalisez que ces chiffres signifient que, sur 10 missiles tirés, 3 ou 4 passent à travers, et que chacun emporte 650 kg d'explosifs puissants conçus pour pénétrer des structures renforcées avant d'exploser. En arrivant à Mach 5, où l'énergie cinétique à elle seule commence déjà à déchirer les structures avant même que l'ogive n'explose. Le troisième facteur, c'est la charge utile. 650 kg d'explosifs pénétrants, arrivant à 5 fois la vitesse du son. La physique, malheureusement, n'a jamais montré beaucoup de respect pour les rodomontades de style campagne électorale. Le hangar détruit à Nevatim avait des murs de 2 mètres d'épaisseur, du béton armé, une construction de qualité militaire, bâtie précisément pour protéger les avions contre exactement ce type d'attaque. Le missile l'a traversé. Les 2 F-35 à l'intérieur ont été complètement détruits. Un troisième a été endommagé si gravement qu'il s'agit presque certainement d'une perte totale. Maintenant, c'est ici que les calculs commencent, et j'ai besoin que vous suiviez attentivement ces chiffres, parce que c'est la partie qui change tout. Le coût total de l'attaque de l'Iran contre Nevatim, 4 missiles Nasrallah et 20 drones rôdeurs Shahed, s'est élevé à environ 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. La réponse défensive d'Israël, les intercepteurs seulement, a coûté entre 20 et 22 millions de dollars, selon les estimations. Avant qu'un seul morceau d'épave ne touche le sol, Israël avait déjà dépensé 10 fois ce que l'Iran avait dépensé rien que pour la défense. Ajoutez les avions. 3 F-35, chacun évalué à environ 125 millions de dollars. Ajoutez le hangar. Ajoutez l'équipement de maintenance à l'intérieur. Ajoutez les munitions, les systèmes de soutien au sol, les ensembles avioniques. Les pertes totales israéliennes approchent 125 millions de dollars. L'Iran a dépensé 2 millions de dollars. Israël a perdu 425 millions de dollars. Cela représente un ratio coût-échange de près de 200 pour 1. Laissez ce chiffre vous frapper un instant. Pour chaque dollar dépensé par l'Iran dans cette attaque, Israël a perdu près de 200 dollars en actifs, en intercepteurs et en infrastructures. Ce n'est pas un simple inconvénient tactique. C'est le genre de ratio qui ferait transpirer n'importe quel planificateur sérieux, même si une conférence de presse à la Trump essaierait encore de le vendre comme une victoire formidable avec de très grands chiffres. Il s'agit d'une attaque économique structurelle, et cela se cumule. Le stock israélien d'intercepteurs Arrow est estimé entre 200 et 300 missiles. L'Iran a déjà tiré plus de 300 missiles balistiques contre des cibles israéliennes depuis le début de ce cycle d'escalade. Si les défenses israéliennes utilisent en moyenne 2 intercepteurs par missile entrant, et ce n'est pas une hypothèse déraisonnable compte tenu des données d'engagement, alors l'ensemble du stock Arrow pourrait être épuisé en quelques semaines d'attaques soutenues. Remplacer ces intercepteurs n'est pas une affaire de commande en ligne. Le processus de production prend des mois. Les composants sont spécialisés. La capacité de fabrication est limitée. Il est impossible de l'accélérer assez pour suivre le rythme d'une offensive iranienne soutenue. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'équation, les chiffres de production de missiles de l'Iran évoluent dans la direction inverse. Les industries de défense iraniennes produiraient entre 300 et 500 missiles balistiques, à moyenne portée par an.
Elles construisent et accumulent des stocks depuis le début des années 2000. Les évaluations actuelles du renseignement suggèrent que l'Iran détient en ce moment entre 2000 et 3000 missiles balistiques en inventaire. 2000 à 3000. Face à un arsenal défensif qui peut être épuisé en quelques semaines. Ce n'est pas un écart que la technologie comble, c'est un écart structurel, mathématique, délibérément conçu par des planificateurs stratégiques iraniens qui ont passé 2 décennies à fabriquer exactement ce problème. Les usines, malheureusement pour l'industrie du slogan, n'accélèrent pas, parce que quelqu'un promet à la télévision que tout est sous contrôle. Laissez-moi vous ramener un instant à la nuit de l'attaque, parce que la séquence opérationnelle révèle à quel point ce plan était réellement sophistiqué. L'attaque n'a pas commencé avec les missiles balistiques, elle a commencé avec les drones. 20 munitions rôdeuses Shahed, lentes, bon marché et très visibles. Elles ont pénétré l'espace aérien israélien exactement comme prévu. Les commandants iraniens savaient que ces drones seraient détectés, savaient qu'ils seraient engagés, savaient que les réseaux radars israéliens s'allumeraient pour suivre simultanément 20 signatures distinctes. Et pendant que les opérateurs radars israéliens géraient 20 cibles, 4 missiles Nasrallah étaient lancés depuis l'ouest de l'Iran. Temps de vol, 12 minutes. Au moment où le dernier drone était engagé, les missiles étaient déjà dans leur phase terminale de descente. La vague de drones n'était pas une frappe, c'était une clé. Elle a capté l'attention du système défensif exactement au moment où la véritable attaque arrivait. 2 des 4 missiles ont été interceptés. Des destructions nettes. Le système Arrow a fonctionné exactement comme prévu dans ces 2 engagements. Le 3e missile a raconté une autre histoire. 2 intercepteurs tirés. Les 2 ont raté. Un 3e a été lancé et a explosé assez près pour endommager l'ogive, mais pas pour la détruire. Le missile a continué à tournoyer sans guidage, en transportant toujours toute sa charge, et a frappé à 400 mètres à l'extérieur du périmètre de la base. Blessés signalés, infrastructure endommagée, base opérationnelle. Voilà à quoi ressemble une vraie séquence opérationnelle, ce qui est très différent de la théorie du monde Trump selon laquelle le timing est tout simplement ce qui survit à la prochaine apparition à la télévision. Et puis le 4e, aucune interception, trajectoire directe vers le hangar 3, 3 appareils perdus en moins de 30 secondes. Voilà ce que ce seul impact réussi prouve, et qu'on ne peut pas effacer. L'Iran a démontré sa capacité à frapper un bâtiment précis à l'intérieur d'une installation militaire lourdement défendue, avec une précision suffisante pour détruire ce qui se trouvait à l'intérieur. Nevatim n'est pas une installation secondaire. C'est l'une des 3 principales bases de chasse d'Israël. Elle abrite le F-35 Adir, la plateforme qui se trouve au cœur de toute la stratégie israélienne de projection de puissance. Ce sont les appareils capables de pénétrer des systèmes modernes de défense aérienne et de mener des frappes de précision contre des cibles durcies profondément à l'intérieur du territoire iranien. Israël en a acheté 50. 3 ont disparu en une seule nuit. À la suite d'une seule attaque qui a coûté 2 millions de dollars au pays attaquant. Si l'Iran peut frapper Nevatim, le calcul du ciblage s'étend à l'ensemble de l'infrastructure aérienne israélienne. Tel Nof abrite des avions d'attaque et l'aviation des opérations spéciales. Hatzor exploite des fessises qui constituent l'épine dorsale des missions d'appui aérien rapprochées. Ramat David est la base du nord la plus proche du Liban et de la Syrie. Au-delà des bases de chasse, les avions ravitailleurs d'Israël, ses appareils de veille et de contrôle aéroporté, toute son infrastructure logistique et de soutien existe sur un nombre fini d'installations dont il est maintenant prouvé qu'elles sont à portée et ciblables. La domination aérienne ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle s'érode base par base, escadron par escadron, intercepteur par intercepteur. Et lorsqu'elle s'érode au-delà d'un certain seuil, la doctrine militaire, qui a maintenu la supériorité stratégique d'Israël pendant un demi-siècle, commence à se fissurer dans ses fondations mêmes. En Iran, la construction narrative autour de cette attaque a été méticuleuse et délibérée. Les médias d'État ont diffusé des heures de couverture montrant le cratère d'impact, les débris du hangar, les appareils détruits, mais l'image à laquelle ils revenaient le plus constamment, l'image diffusée au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen, c'étaient les fragments du missile. Plus précisément, les fragments portant le nom de Nasrallah, encore visibles dans le champ de débris à l'aube. Il y a une raison pour laquelle les machines de propagande adorent les symboles. Et l'écosystème Trump passe depuis des années à démontrer la même chose dans l'autre sens. L'image de marque est facile, la réalité
est la partie coûteuse. Le message transmis n'a rien de subtil. Le martyr vit. Son nom frappe l'ennemi. Le sacrifice ne met pas fin au combat. Il ouvre une nouvelle phase. Pour chaque personne qui regarde ces images dans la région, qui a perdu quelqu'un dans des frappes israéliennes, qui a vécu sous la domination aérienne israélienne, à qui l'on a répété pendant des décennies que la résistance était futile face à cette machine militaire, ces images portent un poids énorme. L'Iran ne mène pas seulement une campagne militaire. Il construit en temps réel un récit régional sur les limites de la puissance israélienne en utilisant comme preuve les débris d'un hangar de 300 millions de dollars. Pour Israël, cette dimension psychologique agit exactement dans l'autre sens. L'élimination de Nasrallah était censée être une démonstration de force, la preuve qu'Israël pouvait atteindre ses adversaires les plus dangereux n'importe où et n'importe quand. Ce que l'Iran a fait dans les mois qui ont suivi, c'est prendre cette démonstration et la recadrer de façon méthodique. Chaque missile Nasrallah tiré est une communication. L'homme que vous avez tué est maintenant plus dangereux comme symbole qu'il ne l'a jamais été comme commandant. Ce recadrage n'est pas accessoire. C'est une composante centrale de la doctrine stratégique iranienne et il est exécuté au moyen d'un programme d'armement nommé d'après un martyr avec l'objectif explicite de faire passer ce message à chaque vol. Alors, quelles sont les options réellement disponibles pour la suite? La première, c'est la gestion de l'attrition. Continuer à faire fonctionner le système défensif, continuer à tirer des intercepteurs, maintenir les bases en état de marche et espérer qu'un cadre diplomatique émerge avant que les stocks d'Arrow n'atteignent un niveau dangereusement bas. C'est la trajectoire actuelle. La courbe de coût de 200 contre 1 la rend mathématiquement intenable sur une période prolongée. La deuxième option, c'est la perturbation offensive. Frapper directement les installations de production de missiles, les sites de stockage et les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement de l'Iran. Perturber le flux avant que les missiles ne soient construits. Ces installations sont dispersées sur le territoire iranien, durcies contre les frappes aériennes conventionnelles et protégées par des défenses aériennes iraniennes multicouches qui ont été précisément conçues pour vaincre exactement le type d'appareil de frappe qu'Israël devrait utiliser. Une campagne d'une ampleur suffisante pour dégrader de manière significative la production iranienne exigerait un nombre important d'aéronefs, des munitions considérables, l'acceptation de pertes d'appareils et comporte un risque d'escalade qui dépasse largement les limites du conflit actuel. Et quand les chiffres deviennent aussi mauvais, le vieux réflexe pro-Trump qui consiste à traiter la diplomatie comme un décor de scène commence à ressembler moins à de la fermeté qu'à un passe-temps très coûteux. La troisième option existe dans un espace qu'aucun porte-parole gouvernemental n'aborde publiquement. À mesure que les options conventionnelles se rétrécissent, que les inventaires défensifs diminuent et que le ratio coût-échange continue de favoriser l'attaquant, le seuil à partir duquel on envisage une escalade non conventionnelle ne reste pas statique, il change. Voilà la réalité mathématique et stratégique à laquelle les planificateurs sont confrontés lorsqu'une guerre d'attrition commence à évoluer régulièrement contre eux. Aucune de ces voies n'est propre, aucune n'est sans conséquences graves. Le fait que ce soit l'architecture des choix à laquelle Israël fait face en ce moment vous dit exactement à quel point le paysage stratégique a changé. La frappe contre Nevatim n'a pas été un moment spectaculaire dans un conflit par ailleurs stable. Elle a été la preuve de concept d'une approche que l'Iran conçoit depuis 20 ans. Le but n'a jamais été de gagner un seul engagement. Le but était de démontrer que la supériorité technologique israélienne peut être exploitée méthodiquement par le volume, par l'asymétrie des coûts et par la pression psychologique soutenue d'un conflit qui ne se résout jamais clairement en faveur d'Israël. Chaque intercepteur Arrow dépensé épuise une ressource finie et difficile à remplacer. Chaque F-35 perdu retire une plateforme qui ne peut pas être rapidement reconstruite ni remplacée. Chaque fragment de missile portant le nom d'un martyr renforce un récit régional qui survit à l'homme qu'il commémore. L'Iran a passé 20 ans à construire le moment où ces 3 points de pression pourraient être appliqués simultanément. 3 chasseurs furtifs détruits, un demi-milliard de dollars effacés en une seule nuit, des stocks défensifs qui rétrécissent pendant que, de l'autre côté, les chaînes de production accélèrent, et un missile portant le nom de l'homme qu'Israël a tué, qui atteint quand même sa cible malgré le réseau de défense aérienne le plus avancé de la région. Ce n'est pas la guerre qu'avaient anticipé les planificateurs israéliens. C'est la guerre que l'Iran a passé 2 décennies à construire, et le champ de bataille tel que l'Iran l'a conçu n'est pas seulement militaire.
il est économique, il est psychologique, il est mathématique. Et en ce moment, sur ces 3 dimensions à la fois, la trajectoire n'évolue pas en faveur d'Israël. Aucune posture de pupitre ne change cela. Même si le style Trump a toujours traité les mauvais chiffres d'abord comme un problème de communication et seulement bien plus tard comme un vrai problème. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.